Emma Pizzalis, bonjour. Bonjour. Peux-tu nous présenter ton livre, Le guide de survie au pays de la psychothérapie? Alors, le guide de survie au pays de la psychothérapie est publié aux éditions Henrik B. Et il est disponible depuis le 27 octobre en papier dans toutes les librairies et toutes les plateformes de distribution habituelles, mais aussi en e-book. Peux-tu nous rappeler brièvement quel a été ton parcours? Je suis psychologue clinicienne de formation, j'ai fait mes études à Nanterre et j'en ai été diplômée en 2015. Je suis ensuite rentrée aux hôpitaux de Paris où j'ai travaillé pendant 1 an avant de rejoindre le cabinet Stimulus. Donc aujourd'hui, je partage mon temps entre une activité de conseil en entreprise, la consultation libérale et l'écriture. Ce livre nous est présenté comme étant écrit pour les psychologues débutants et par un psychologue débutant. Est-ce que tu peux nous préciser quelles ont été les circonstances dans lesquelles tu as entamé la rédaction de cet ouvrage? Alors lorsque j'ai commencé à travailler, au moment de mon tout premier jour à l'hôpital, je me suis retrouvée projetée dans un univers que je ne connaissais pas et dans lequel j'ai rencontré des personnes qui avaient des problèmes dont la résolution était pour eux une question de vie ou de mort. Donc à ce moment-là, j'ai mesuré l'énorme distance qui peut exister entre le fait de suivre un cours théorique à l'université et le fait d'affronter la réalité. Et j'ai vraiment eu besoin de me replonger dans la littérature. Je cherchais des outils qui me soient utiles dès le lendemain, parce que je me sentais tellement démunie, tellement pas à la hauteur, que j'avais besoin d'un filet de sécurité, mais surtout, j'avais besoin de pouvoir apporter du soutien aux personnes qui étaient en droit d'en attendre de ma part. Donc j'ai énormément lu, compulsé des notes d'expériences que je faisais à partir des outils sur lesquels je me documentais. Et après quelque temps, il m'est apparu que tous ces livres, aussi intéressants soient-ils, étaient toujours écrits par des experts. Des gens qui avaient déjà beaucoup de recul sur la pratique. Donc je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant moi-même de ne pas attendre pour structurer cette prise de notes et créer un objet, un livre, au moment où je me posais les questions et pas après leur résolution. Et de la même façon que parfois les explications d'un copain de classe sont plus accessibles que les explications d'un professeur, je me suis dit qu'il serait intéressant de donner à voir ce cheminement-là qui était le mien pour aider mes pairs, en fait. Le livre nous fait également la promesse d'une boîte à outils dans laquelle les thérapeutes débutants pourront venir piocher. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples des outils qu'on va trouver justement dans cette boîte? Alors, le premier outil auquel je pense, c'est celui du questionnement. Les thérapeutes questionnent énormément, ils posent des questions tout le temps, mais c'est pas quelque chose qu'ils font n'importe comment. Donc dans le livre, je présente par exemple une boîte à outils, des questions élémentaires qui doivent être posées au moment du premier échange ou très rapidement afin d'amorcer le processus de psychothérapie. Mais le questionnement n'est pas seulement utile pour récolter des informations. Il est aussi utile pour faire sentir à la personne qu'on a en face de nous qu'on a compris ce qu'elle vient de nous dire, qu'on s'y intéresse, et donc lui faire ressentir notre présence autour d'elle, notre empathie, en fait. Et après, du coup, cette boîte à questions, j'ai proposé une réflexion sur le questionnement ouvert et le questionnement fermé, et les effets que ces différents types de questions étaient susceptibles de produire, et du coup, à quel moment il fallait utiliser quel type de questions en fonction de nos objectifs. On sait qu'il existe plusieurs écoles, plusieurs approches de la thérapie, dont certaines peuvent être en contradiction, voire même parfois contradictoires. Quelle est ta position par rapport à cette question? Est-ce que toi-même tu te vois comme appartenant plus à une école qu'à une autre? Et surtout, quelle a été ta position quand tu as écrit le livre? Effectivement, moi je m'intéresse aux thérapies brèves, qu'on appelle aussi parfois les thérapies systémiques. Et d'ailleurs, je me suis formée en ce sens après l'université.
Tout simplement parce que ces approches-là s'intéressent davantage aux résultats qu'on peut obtenir à l'aide d'une psychothérapie qu'aux mécanismes de la maladie mentale, par exemple. Donc il m'a semblé que cette approche était plus susceptible de m'apporter une aide immédiate en tant que débutante pour bien délimiter les contours de ce que je pouvais espérer faire raisonnablement. Mais mon intérêt pour cette approche-là particulière ne m'a pas empêché d'aller voir un peu partout ce que des auteurs très différents pouvaient écrire, parce que ce qui m'intéressait, c'était de rassembler les outils sur lesquels tout le monde était d'accord. Est-ce que tu peux nous dire comment le livre est construit? Quel est le principe de son organisation? Alors le livre est divisé en 2 parties. Dans la première, j'ai voulu définir ce qu'est ou ce que n'est pas une psychothérapie. Parce que comme dans n'importe quel savoir-faire, en fait, attendre des choses qui ne sont pas atteignables avec l'outil, l'approche qu'on utilise, c'est se tirer une balle dans le pied. C'est aller au-devant d'un échec. Donc en tant que débutant, c'est pas le meilleur service qu'on puisse se rendre. Et malheureusement, c'est aussi mettre le patient en échec. Pour moi, il était vraiment essentiel d'abord de bien cadrer ce qu'on peut attendre, mais aussi ce qu'on ne doit pas attendre d'une psychothérapie. Donc une fois que cette question est résolue, on peut rentrer dans le vif du sujet. Et du coup, c'est la deuxième partie avec le corpus d'outils dont je vous parlais à l'instant. Donc le corpus d'outils est structuré en fonction du cheminement naturel d'une psychothérapie. À ce titre, on trouve le chapitre sur les questionnements plutôt au début de cette seconde partie. Et dans cette partie, on alterne entre des exemples, en fait, des dialogues qui sont l'illustration des techniques auxquelles on est en train de s'intéresser et qui alternent justement avec des explications de ce qui fait que ça marche parfois moins bien. Et à travers ça, ce que j'ai voulu faire, c'est de permettre au lecteur d'exercer son esprit critique sur mes propos. Parce qu'en tant que débutante, je sais bien que ce que je peux écrire, ce que je peux penser, observer, n'est pas gravé dans le marbre. Et je souhaitais que, comme moi, mes confrères, jeunes confrères, futurs confrères, puissent se forger leur propre cadre de référence en exerçant leur esprit critique. Tu viens de nous parler du fond du livre. Est-ce que tu peux aussi nous toucher un mot de sa forme et nous éclairer sur les partis pris littéraires que tu as choisi d'adopter pour le rédiger? Alors mon parti pris, c'est que pour transmettre une information, la meilleure façon de s'y prendre, c'est de raconter une histoire. Parce que raconter une histoire, déjà c'est intéressant, ça nous captive, on a envie de tourner la page et de savoir ce qui va se passer ensuite. Ça ne nous demande pas d'effort pour comprendre l'enchaînement logique entre les différents éléments. Et j'avais vraiment envie que le livre donne cet effet, en fait, qu'on puisse le recevoir sur un plateau d'argent et traverser ces découvertes, en fait, avec moi sans faire d'effort. Est-ce que c'est un ouvrage qui s'adresse vraiment uniquement aux psychologues débutants? Alors, non, parce que la psychologie, c'est un champ d'activité extrêmement large. Et je me dis qu'il y a plein de métiers pour lesquels il n'est pas nécessaire d'étudier la psychologie, mais pour lesquels il est nécessaire d'être fin psychologue. Regardez par exemple un policier, un enseignant. C'est des gens qui ont affaire à des individus en face d'eux, qui doivent communiquer avec eux, parfois résoudre avec eux des problèmes. On pourrait encore penser aux infirmières, aux assistantes sociales, et bien sûr sans parler des coachs, des psychopraticiens ou des psychologues pour qui c'est évident. Je pense que les éléments qui sont réunis dans ce livre sont suffisamment élémentaires, dévoilent des mécanismes suffisamment élémentaires de ce qu'est une relation humaine et une relation d'aide en particulier, pour qu'ils soient intéressants pour toutes ces personnes. Et est-ce qu'on peut ne s'être jamais intéressé, ou du moins n'avoir aucune notion de psychologie, et trouver quand même un intérêt à la lecture de ce livre? Bien oui, parce que le livre est écrit sans aucun jargon,
sans longues phrases, sans vocabulaire technique qui le rendrait un peu abstrait ou un peu opaque. J'ai vraiment souhaité que aussi bien des personnes curieuses de la psychologie, avec déjà ou pas un bagage de culture générale sur le sujet, des patients, mais aussi des curieux qui tomberaient dessus par hasard, finalement, puissent le lire. Est-ce que tu peux nous dire combien de temps a pris ce processus d'écriture ? Alors entre le moment où j'ai pris les premières notes et le moment où j'ai su que le livre allait être publié par Henrik B., il s'est passé 3 ans. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi dans ce travail d'écriture ? Le plus dur, je pense que c'était de lui faire prendre ce format fluide, captivant, d'histoire racontée, en fait, que j'évoquais, oui, de sorte à ce que la lecture soit vraiment fluide et sans effort. Et qu'est-ce qui a été le plus passionnant ? Le plus passionnant, c'était que, en même temps que des problèmes de psychologue, j'ai dû résoudre des problèmes d'écrivain. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il existait une similitude entre les deux. À savoir qu'une fois qu'on a fini sa psychothérapie, qu'une fois qu'on a fini d'accompagner quelqu'un en psychothérapie ou d'écrire une histoire, de raconter quelque chose, on n'est plus exactement le même qu'avant. J'imagine que si l'écriture s'est étalée sur un laps de temps aussi long, il y a dû y avoir beaucoup de phases de réécriture. Comment est-ce qu'on sait à ce moment-là, quand il faut poser le point final ? Comment savoir à quel moment le livre est fini ? Je pense que le moment où j'ai senti que peut-être le livre était fini, c'est le moment où j'ai moi-même cessé d'être une débutante. Le moment où j'ai eu d'une part suffisamment confiance en moi, et d'autre part où j'avais dans ma valise un bagage comme ça d'outils qui soit sans danger pour les patients, utile en toutes les circonstances, en fait, qui me permettent d'affronter à peu près n'importe quelle situation. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai fini la rédaction. Et en fait, je m'en suis rendu compte parce que j'avais envie de continuer à rajouter des choses, mais je me disais, ça, ce n'est plus exactement une question de débutant, en fait. Comme je le disais à l'instant, peut-être qu'à présent, je ne suis plus exactement la même et que si je continue à rajouter des choses, je vais peut-être amoindrir cette fraîcheur et cette instantanéité et le fait que les problèmes qui étaient les miens soient contemporains des problèmes qui seraient ceux de mes lecteurs. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir les éditions Henrik B. pour publier cet ouvrage ? Je me suis adressée à Henrik B. parce que j'étais très intéressée par sa maison. Henrik B. Publie les traductions françaises de Giorgio Nardone, donc ça ne vous dira peut-être rien, mais il se trouve que ce monsieur est un ponte international des thérapies de rêve et que j'étais très heureuse de pouvoir être publiée dans la même maison. Est-ce que tu as une autre activité littéraire en plus de la sortie de ce livre ? Alors, je publie chaque mois mes chroniques auprès des éditions Tissot, qui sont des éditeurs qui s'intéressent au droit du travail et à tout ce qui gravite autour du travail. Donc, dans ces chroniques, je m'intéresse par exemple au stress, au management, des choses comme ça. Et c'est très intéressant pour moi d'avoir ces deux regards, en fait, un exercice avec une commande, des contraintes précises en termes de nombre de caractères, de sujets, de ton, et un espace où je fais moi davantage une proposition en prenant la place que je veux pour m'exprimer. Et enfin, dernière question, as-tu déjà une idée en tête pour ton prochain livre ? Alors, dans ce livre-là, je me suis intéressée à l'apprentissage de la psychothérapie. Donc, le prochain sujet auquel j'ai envie de m'intéresser, du coup, c'est le fait d'apprendre à apprendre. Et voilà, je pourrais vous en reparler très bientôt. Merci beaucoup, Emma. Merci.